Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication de Cap Digital et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire de présentation de l'appel à projet Le Grand Paris de l'environnement, un appel à projet qui a été lancé il y a 10 jours maintenant, le 7 février dernier, par la Société du Grand Paris qui vise à accélérer la transition écologique sur les chantiers du Grand Paris Express. On est très bien accompagné aujourd'hui pour en discuter, puisqu'on a avec nous Marie Bourdon, qui est chef de projet innovation et stratégie environnementale à la Société du Grand Paris. Bonjour Marie. Bonjour. Et je suis également accompagné de mon collègue Pierre Perrin, qui est responsable de la communauté des adhérents Ville Durable chez Cap Digital. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par vous donner quelques petites indications techniques. On est ensemble pour une petite heure pour faire le tour de cet appel à projet. Je vais commencer par vous présenter ou vous rappeler dans les grandes lignes ce qu'est Cap Digital en 5 minutes. Puis, je vais laisser la parole à mon collègue Pierre qui va plus spécifiquement vous expliquer ce qu'est la communauté des adhérents Cap Digital dédiée à la ville durable de cette communauté spécifique. Là aussi, ça va nous prendre 5 minutes, puis nous laisserons la parole à Marie Bourdon pour la présentation de cet appel à projet. N'hésitez pas à utiliser l'onglet chat que vous voyez dans le coin droit, en bas à droite de votre écran. Je vois que vous commencez à vous présenter. Bonjour Agnès, bonjour Rachid, bonjour Vianney, bonjour à tous. N'hésitez pas à dire qui vous êtes. Cet onglet de chat, il est vraiment réservé pour le small talk, hein, le partage d'informations, se saluer, etc. En revanche, si vous souhaitez poser des questions, que ce soit à Marie, à Pierre ou à moi, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. On va se garder au moins 15 minutes en fin de webinaire pour répondre aux questions qui nous seront remontées. Voilà ce que je pouvais vous dire en préambule. Sachez que le webinaire est enregistré, qu'il sera disponible en replay et que toutes les slides qui vous sont présentés vous seront envoyés à la fin du webinaire. Donc, vous embêtez pas à faire des captures d'écran ou autre, vous aurez tous les documents à votre disposition d'ici demain maximum. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Je vous propose de commencer très rapidement donc par une brève introduction de ce qu'est Cap Digital pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas. On est l'un des plus grands collectifs européens d'innovateurs du numérique. On est ce qu'on appelle un pôle de compétitivité. On réunit un peu plus de 1000 structures adhérentes, aussi bien des petites entreprises, des startups et des PME, que des grandes entreprises, que des acteurs académiques, que des financeurs, des VC ou des business angels, et également des collectivités territoriales. On est une structure non-profit, une organisation à but non lucratif, à la croisée du public et du privé, puisqu'on bénéficie notamment du soutien de régions comme la région Île-de-France et plus récemment la région Hauts-de-France pour soutenir l'émergence, le développement, l'expérimentation sur les territoires d'innovation numérique, beaucoup vu notre ADN, mais aussi d'innovation pour la transition écologique depuis quelques années maintenant, qui ont un fort impact économique, évidemment. Hein. Notre objet principal, c'est de favoriser la création d'entreprises et d'emplois sur les territoires, mais qui ont aussi un fort impact social, sociétal et environnemental. On est une quarantaine de collaborateurs appuyés par un réseau de 180 experts, principalement des experts académiques, mais aussi des experts business qui accompagnent nos adhérents pour monter leurs projets d'innovation, accélérer le développement de leur entreprise en France et à l'international, se former, gagner en visibilité, etc. etc. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, hein, on travaille principalement pour développer de l'innovation numérique créatrice de croissance, d'emplois sur les territoires, ouvert, et ça c'est une spécificité très importante, sur le co-design, l'échange avec les usagers d'un territoire, les habitants, et des innovations qui ont une capacité de déploiement après expérimentation à très large échelle, notamment au niveau européen et à l'international, on y reviendra. Je vous l'ai dit, on a un petit peu plus de 1000 adhérents. Vous voyez la composition en typologie d'adhérents ci-dessous. On existe depuis un peu plus de 16 ans maintenant. On a une très forte activité événementielle avec de nombreux ateliers, réunions, workshops, webinaires d'information comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Une équipe de 35-40 collaborateurs, selon les mois, ça varie un petit peu, et un réseau d'experts. Nos chiffres clés,
pour essayer de vous donner quelques indicateurs sur les trois grands volets de services que l'on propose à nos adhérents. Il y a tout d'abord l'accompagnement au montage et à l'expertise de projets de recherche et développement, de R&D comme on dit. On a reçu depuis la création du pôle un petit peu plus de 3200 projets de R&D qu'on a pour la moitié d'entre eux labellisés et la moitié de ces projets labellisés, c'est-à-dire qui ont reçu le certificat de qualité des experts de Cap Digital, de potentiel d'innovation de Cap Digital. La moitié de ces projets labellisés ont in fine obtenu des financements publics, que ce soit au niveau régional, national ou européen, pour développer leur innovation. D'un point de vue plus accélération, et donc là on se situe à l'échelle de l'entreprise, de la PME, de la start-up, juste vous dire que les entreprises adhérentes de Cap Digital ont levé, et c'est un record absolu depuis la création du pôle, 1,4 milliard d'euros en 2021 et que 95% de ces entreprises adhérentes qui ont levé en 2021 ont été préalablement accompagnées par nos équipes, soit sur des services de montage, d'expertise, de labellisation de projets de R&D, soit sur des services d'accélération, aide à la levée de fonds, préparation à la levée de fonds, coaching business, préparation du business plan, coaching garage, etc. etc. Donc c'est vous dire que comment Cap Digital participe en fin de compte au succès de ses adhérents start-up et PME dans leur croissance. Et puis sur le volet transformation numérique, où là on se situe plutôt sur les programmes d'open innovation que l'on mène avec nos adhérents grands comptes, que ce soit des grandes organisations publiques ou des grandes organisations privées. Voilà, on lance très régulièrement des challenges d'open innovation qu'on opère avec nos grands comptes. C'est plus d'une centaine de projets qui ont été menés par le pôle, par Cap Digital depuis 2015. Et peu ou prou, on organise on réalise plus d'une centaine de mises en relation qualifiées entre startups et grands comptes par an chez Cap Digital. Voilà, vous dire aussi qu'on a une très forte activité européenne avec de nombreux partenaires de Cap Digital sur la scène européenne et aussi des projets européens. Là, je passe assez vite puisque Pierre va vous donner un exemple juste après d'un projet européen que l'on opère et qui s'appelle AI for Cities. Pierre, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de notre communauté Ville Durable? Quels sont les adhérents Ville Durable chez Cap Digital? Avec plaisir. Donc, avant de passer au cœur de notre sujet, à savoir l'appel Grand Paris d'innovation, un petit détour par la communauté Ville Durable. Donc, on a environ 150, une grosse 150aine d'adhérents au sein de notre communauté. Donc, comme vous le voyez, qu'on a divisé en 7 sous-marchés, BIM Construction, Solutions IoT, cartographie, environnement, tourisme, énergie, mobilité, transport. Et on a essayé aussi de souligner l'investissement de nos collectivités acteurs publics dans cette communauté qui est essentielle également pour avoir les bons cas d'usage, pour développer les projets qui sont aussi un peu le cœur de notre activité. Très rapidement et très brièvement, les activités Ville Durable depuis 2018, donc autour de manière, on va dire, régulière, on organise des webinaires, des événements, quand on pourra se retrouver tous ensemble au sein du studio, rue Parodi, au siège de Cap Digital par exemple. Mais on voit aussi par exemple en 2018 l'absorption d'Advancity, qui était l'ancien pôle de compétition de la ville durable. On a rejoint également en 2019 Construire au futur, habiter le futur, le projet territoire d'innovation de l'Île-de-France. Donc voilà, une grosse verticale, comme on dit en interne, qui prend de l'importance et qui est traduite ici sur ce slide. Construire au futur, habiter le futur, justement, j'ai vu que Stéphane Fourny, le directeur général, était parmi nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane. C'est un projet dans lequel on est impliqué. En particulier, nous, en tant qu'accompagnateurs, on va dire, on anime le comité d'innovation qui a vocation à faire émerger les innovations pour l'ensemble des membres de ce grand collectif. Voilà, 120 partenaires, un projet qui représente énormément d'argent, qui concerne l'ensemble des habitants de l'Île-de-France et qui mobilise énormément de TPE, PME. Pour plus d'informations, je vous indiquerai de toute façon dans le chat, après ma petite présentation, tous les liens
utile pour aller vérifier, pour aller visiter les sites, pour avoir un peu de ressources complémentaires, en plus des slides qu'Antoine vous enverra à la suite de ce webinaire. Ensuite, une des méthodes de travail que l'on a développées avec notre équipe transformation numérique, ça s'appelle POC & Go. Donc le titre est assez évocateur, c'est tout simple. On fait une preuve de concept, donc on cadre avec un sponsor qui peut être une ville, une collectivité, une région, un acteur privé. On a eu par exemple la SNCF récemment. On cadre le sujet, on fait un sourcing auprès de nos membres et au-delà. On fait une sélection, on annonce les lauréats et ensuite le prototypage est lancé. Donc là, on avait l'exemple de la végétalisation de la Seine-Saint-Denis avec un lauréat, la société Terranis. Le challenge est tout juste terminé. Donc de la même manière, vous enverrez les informations juste après notre présentation. Enfin, Antoine en parlait il y a encore quelques minutes, notre activité Europe se développe également, enfin est déjà très développée, et sur l'activité ville durable également. Donc c'est le cas du projet Eye for Cities, avec un budget de 6,6 millions d'euros, avec deux challenges principalement, la mobilité et l'énergie. Donc le principe est simple, c'est du cascade funding, c'est-à-dire qu'on fait appel, on crée des challenges sur la mobilité et sur l'énergie pour faire émerger de nouvelles solutions pour ces deux grands enjeux de la ville que sont la mobilité et l'énergie au niveau européen. Voilà, globalement, ce sera tout pour moi, donc je vais juste après laisser la place à Marie pour l'appel à projet. Je vais mettre mes informations de contact dans le chat. Si vous avez d'autres questions concernant la communauté ville durable et l'activité de Cap Digital, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, très bon webinaire à tous. Merci Pierre, merci beaucoup. Marie, je vous laisse la parole tout de suite. Sachez quand même que vous êtes très attendu dans le chat. On voit que ça s'impatiente, qu'on veut absolument savoir. Donc la parole est à vous. Et encore, merci à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. On a déjà plus de 120 participants. Marie, c'est à vous. Merci Antoine, merci Pierre et bonjour à tous. Donc Marie Bourdon de la Société du Grand Paris. Je travaille à la direction de la stratégie de l'environnement et de l'innovation. Et donc je voulais vous parler et vous présenter notre appel à projet qui est sorti effectivement donc, le 7 février dernier, le Grand Paris de l'environnement. Pour passer les slides, Antoine, c'est vous ou c'est moi ? Vous pouvez le faire directement en cliquant sur la petite flèche à droite quand vous survolez les slides. Effectivement. Donc, le Grand Paris, juste peut-être un petit mot de contexte. Donc, la Société du Grand Paris, sur les deux axes que sont l'innovation et l'environnement, c'est évidemment pas une histoire nouvelle. L'environnement, le projet est intrinsèquement un projet qui va être bénéfique et qui agit au service de la transition environnementale de par le report modal que ça va apporter et la rénovation des quartiers de gare. Dans sa conception même, l'environnement a bien été pris en compte, bien évidemment, dès le début du projet. Et depuis quelques mois, on a souhaité aller plus loin. Et on a annoncé donc, en octobre dernier le renforcement de notre ambition environnementale avec un objectif, c'est le principal mais pas le seul, de réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre liées à la phase de construction du projet. Donc le GPE, sur sa phase de construction, il va émettre 4,4 millions de tonnes équivalent CO2. Et donc, cette ambition qu'on s'est fixée vise à réduire de 1,1 million de tonnes. Alors pour ça, on a déjà identifié quelques solutions. Il y a une grosse partie du travail qui est à faire sur le béton, puisque la moitié de nos émissions sont liées au béton qui est déployé sur les ouvrages et les chantiers. Mais par contre, il nous faut aller plus loin et identifier d'autres pistes. On a commencé à travailler sur l'acier, qui est notre deuxième poste d'émissions carbone, le troisième étant les transports. Sur l'innovation, donc là aussi, c'est une histoire qui remonte déjà à quelques années. On se positionne véritablement comme un terrain d'expérimentation et de validation de solutions innovantes sur le Grand Paris, tout simplement parce que la taille du projet fait que
de notre point de vue, on a la responsabilité de faire valider des approches innovantes, de faire bouger les lignes et de participer au changement de pratique du monde de la construction qui est plus que nécessaire. Maintenant, on le sait tous. Donc, cet appel à projet, en fait, qu'on a imaginé en fin d'année dernière, il vise à répondre à ces deux ambitions. D'une part, donc, renforcer notre stratégie environnementale et participer au changement de pratique dans les domaines qui sont les nôtres. Donc, je vous ai remis le petit lien du dossier. On pourra vous communiquer également en fin de webinaire tous les documents qui sont téléchargeables, donc documents de présentation et de règlement, dossier de candidature. Donc, cet appel à projet, on l'a voulu assez large au niveau des thématiques. J'ai parlé du CO2 précédemment, c'est notre nouvel axe d'action principale, mais l'environnement, ce n'est pas que le CO2. On a aussi des sujets comme la biodiversité, comme l'économie circulaire, qui sont extrêmement importants et sur lesquels on travaille bien évidemment. On a des équipes qui sont dédiées à ces sujets-là. Donc, on a souhaité garder toutes ces thématiques dans l'appel à projet. Donc, la première, c'est le climat, thématique dans laquelle on va regrouper donc, la réduction des émissions de gaz à effet de serre du projet, la consommation d'énergie, que ce soit en phase de construction, mais également en phase d'exploitation. Ça, c'est un point important puisqu'on a souhaité, pour cet appel à projet, avoir une approche en cycle de vie. On est bien conscient. Alors, nous, on n'est pas en charge de l'exploitation du futur réseau de métro. Par contre, dans les évaluations de bénéfices environnementaux qu'on fait du projet, la phase d'exploitation est bien évidemment extrêmement importante. Donc voilà, on l'inclut dans les sujets qu'on aimerait regarder pour cet appel à projet. Et puis également tout ce qui est résilience au changement climatique, qui est un sujet évidemment de plus en plus prépondérant et qu'on a inclus dans cette catégorie. Deuxième catégorie, donc la biodiversité. Troisième catégorie, l'économie circulaire. On a déjà testé des choses sur l'économie circulaire pour ceux qui connaissent un petit peu le projet, mais aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on travaille de plus en plus depuis quelques mois et sur lequel on souhaite aller beaucoup plus loin. Et puis un sujet, alors qui lui, pour le coup, est peut-être plus encadré d'un point de vue réglementaire, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir déjà beaucoup de choses qui sont mises en place sur le projet, donc qualité de l'air, des eaux et des sols. C'est des sujets sur lesquels on n'a pas forcément encore beaucoup regardé tout ce qui pouvait se faire d'un point de vue innovant. Et là aussi, on souhaite profiter de toute la créativité de notre écosystème sur ce point-là. Donc, Antoine le mentionnait en début de présentation, donc on a une enveloppe globale pour cet appel à projet, alors c'est la première saison, qui est de 2,5 millions d'euros. Donc ces 2,5 millions d'euros, en fait, on les a préalloués de la manière suivante. On va avoir 1 million d'euros qui va être dédié à nos titulaires de marché. Donc que ce soit des marchés de génie civil, de système, d'aménagement, peu importe. On a une deuxième enveloppe d'1 million d'euros qui va être dédiée à tous ceux qui ne sont pas en marché avec la Société du Grand Paris, donc d'autres entreprises, petites ou grandes, mais également à des laboratoires de recherche, à des écoles. Et on a donc la dernière partie, donc les 0,5 millions d'euros, qui ne sont pas préalloués en avance à une des catégories, mais qu'on se réserve pour allouer en fonction de la qualité des projets à l'une ou l'autre des catégories. Donc, chaque projet pourra, quant à lui, de façon individuelle, être cofinancé à hauteur maximale de 500 000 euros par projet. Donc, on vise un minimum de 5 projets, vous l'aurez compris. Mais ça peut aller à 10, à 15 en fonction de la qualité des candidatures que l'on recevra. Donc, en termes d'éligibilité, on a voulu cadrer un petit peu les choses dans le temps, tout simplement parce que le projet il a une durée de vie finie, que les choses avancent et qu'elles avancent vite. Donc en termes d'expérimentation, on s'est fixé un temps d'expérimentation de 24 mois, pendant lequel l'expérimentation va devoir avoir lieu et ce temps devra permettre de valider l'approche innovante et de valider l'impact environnemental qui aura été mis en avant dans les candidatures. Ensuite, et ça c'est important pour nous parce que donc on est un établissement public, on est soumis à un principe de spécialité, ce qui fait qu'on ne peut pas financer des expérimentations qui n'auraient pas de lien avec les chantiers au sens large
du Grand Paris Express. Donc, il faut que la solution puisse être déployable dans un délai de 3 ans qui suit la validation des résultats. Donc déjà, vous voyez, si on a une expérimentation qui se fait sur 2 ans et une application, une déployabilité sous 3 ans, on est déjà bien avancé au stade du projet parce qu'aujourd'hui, les travaux doivent finir en 2030. Donc, on a estimé qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin forcément. Et puis, le dernier critère, c'est le critère de publication des résultats, tout simplement parce que, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on se positionne vraiment dans cette responsabilité de faire bouger les choses, de faire évoluer les pratiques et le partage. Ça nous semble un élément extrêmement important dans cet aspect-là. Donc, ensuite, on en vient aux critères de sélection. Alors, on a un poids qui est alloué à chaque critère. Alors, il est dans le dossier de candidature, je ne l'ai pas reprécisé là, je ne les ai pas forcément en tête, mais on pourrait les retrouver si vous voulez. Donc, 5 critères de sélection. Donc, le caractère innovant, bien évidemment. Il va falloir démontrer en quoi le projet permet de lever un verrou industriel, par exemple. Évidemment, un sujet important, l'impact sur les chantiers de la SGP et le bénéfice environnemental, sachant que là, il va falloir démontrer le bénéfice environnemental de l'expérimentation, mais également dans le cas d'un déploiement à grande échelle, puisque à la fin, c'est quand même ça qui va nous intéresser. On est bien conscient que sur l'expérimentation, on ne peut pas forcément avoir des impacts très, très significatifs. Donc voilà, il faut nous donner la possibilité d'évaluer à grande échelle le bénéfice du projet que vous porterez. Ensuite, on a tout ce qui est faisabilité technico-économique. Évidemment, ça, c'est assez logique, puisque si ça ne peut pas se faire derrière, l'intérêt est quand même moindre. Et puis, l'effet d'entraînement de l'écosystème, donc l'impact que ça peut avoir sur la filière. Enfin, voilà, si, par exemple, adopter, comme on l'a fait il y a quelques mois, une clause de béton bas carbone dans tous nos marchés qui utilisent du béton, on considère que l'effet d'entraînement sur l'écosystème général des cimentiers, des entreprises de génie civil, etc., il est important. Au niveau des évaluations, donc le jury qu'on a imaginé, il est pluridisciplinaire et il est composé à la fois de personnalités internes de la SGP, mais aussi externes. Donc, au niveau de la SGP, on va avoir des personnes qui vont être représentantes des directions métiers, parce que c'est quand même eux qui connaissent mieux les enjeux liés à leur métier. Donc, on a à la Société du Grand Paris une direction des lignes qui est en charge de la construction des tunnels, des gares, des ouvrages. On va avoir une direction des transports et de l'exploitation. On va avoir une direction de la gare et ville. Donc voilà, ces personnes-là sont représentées dans le jury. Il y a évidemment quelqu'un de la direction de la stratégie, de l'environnement et de l'innovation. On a une personne qui fait partie du conseil scientifique de la Société du Grand Paris. Et puis, on a des personnalités externes qu'on a souhaité mobiliser pour leur expertise sur les thématiques de l'appel à projet. Donc, on aura vraisemblablement une personne qui sera plus spécialiste sur les sujets carbone. On aura une personne qui sera spécialisée sur les aspects biodiversité et une autre sur les aspects économie circulaire. Sur qualité de l'air, de l'eau et des sols, on a quand même beaucoup de compétences en interne. Et puis l'idée, c'est pas non plus d'être trop nombreux dans le jury. Après, ça complique toujours un petit peu les choses. Donc, très concrètement, la deadline de l'appel à projet est fixée au 31 mars 2022, ce qui donne presque 2 mois depuis la date de publication de l'appel à projet, il y a 10 jours. Les documents, donc là, les liens sont disponibles juste en dessous. Ils sont également téléchargeables sur le site de l'appel à projet. Il y a juste un petit questionnaire à remplir avec vos contacts. On vous les remet ici parce qu'il me semble que depuis hier, il y a quelques problèmes de téléchargement au niveau du dossier ZIP. Donc de toute façon, vous aurez les documents qui sont ici. Vous verrez, hein, le dossier de candidature est pas... il nous semble pas très compliqué. C'est 20 pages maximum, hors annexe. L'idée n'étant pas de rajouter 100 pages d'annexe, évidemment, hein, mais... voilà, il faut que ça soit... parce que nous, on va avoir 3 à 4 semaines pour évaluer tous vos projets. Donc, au final, c'est assez court. Et puis, on a décrit dans le dossier de candidature les différents éléments qu'on souhaitait voir. Donc, bien évidemment, s'il y a des questions sur ces documents, sur les critères,
vous n'hésitez pas, on est disponible pour y répondre. Donc l'adresse, c'est celle-ci. Elle renvoie directement vers ma boîte email, mais pas uniquement la mienne. C'est pour ça que c'est pas la mienne qui s'affiche. Et puis, on peut tout à fait avoir des échanges pendant les semaines qui arrivent pour répondre à vos questions et puis vous aider à mettre le mieux en avant possible les bénéfices des projets que vous nous soumettrez. Je pense que j'ai fait le tour des informations principales. Donc maintenant, on peut passer aux questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Oui, on a pas mal de questions qui sont arrivées. Je suis en train de vous remettre dans le chat, pardon, Oui. l'accès aux documents pour le dossier de candidature, parce qu'effectivement, plusieurs personnes ont remarqué que ça ne fonctionnait pas forcément très bien sur le site. Hop. Ouais. Donc, je prends juste une seconde pour partager le lien. Alors, je vois qu'effectivement, le fichier zip non valide. En fait, il y a des personnes qui arrivent à le dézipper et d'autres non. Nous, ça marche très bien. On a d'autres contacts qui ont réussi, mais effectivement, c'est parti à l'informatique hier pour régler le problème. En vrai, utilisez le logiciel open source 7zip, 7zip, et ça fonctionnera. On a essayé de notre côté aussi. Alors, plusieurs questions. On commence par la question de Gaël Bertrand. Faut-il être membre de Cap Digital pour répondre à l'appel à projet? Ça, je peux y répondre directement. Non, ce n'est pas une obligation. Et par contre, on est en train de réfléchir au fait peut-être d'être en capacité d'apporter une lettre de soutien ou peut-être un regard d'expert sur le projet qui serait porté par nos adhérents quand on est capable de qualifier l'innovation. Et je ne doute pas que ce sera un critère observé par le jury réuni par la Société du Grand Paris. Mais non, ce n'est absolument pas une obligation. Romain Skimia nous pose la question suivante, cette fois c'est pour vous Marie, le projet est-il ouvert à tout type d'entreprise, des groupements d'entreprises? Comment est-ce que ça peut se passer? Alors, c'est ouvert à tout type d'entreprise, mais comme je vous le disais, pas seulement des entreprises. Des laboratoires de recherche sont également concernés, des écoles, voilà, tout type d'acteurs qui est en mesure de proposer un projet. On s'est posé la question des groupements. Notre volonté, c'est de n'avoir qu'un chef de file. Par contre, il est tout à fait possible de répondre à plusieurs. Il faut juste que le projet soit porté par une seule entité. Et donc, vous verrez dans les dossiers de candidature, il y a un espace qui est réservé pour pouvoir décrire les partenariats que vous mettriez en place. Et dans le fichier de budget également, il y a une ligne qui est réservée à ce qu'on appelle sous-traitance. Mais c'est dans le cadre où vous répondriez à plusieurs, effectivement. Très clair, merci Marie. On a une question de Frédéric Bourquin de l'université Gustave Eiffel, que l'on salue au passage. Bonjour Frédéric. Les objectifs affichés de réduction de l'empreinte carbone concernent-ils les chantiers du Grand Paris Express à venir ou l'ensemble du chantier depuis son origine? Alors, les impacts doivent être évalués sur les chantiers du GPE à venir. Si c'est difficile et que vous n'arrivez à le faire que sur le GPE en entier, après nous, on doit être en mesure d'en déduire l'impact sur la période qui est devant nous. Malheureusement, ce qui est derrière nous, c'est un petit peu trop tard. C'est la même approche qu'on a avec nos titulaires de marché quand ils nous proposent des solutions innovantes ou qui permettent de réduire le carbone. On ne considère que ce qu'il y a à venir. Très clair, merci. Antoine Tullier nous demande quels sont les pourcentages des coûts d'un projet qui peuvent être financés, quels sont les coûts éligibles? Alors, on a volontairement, je sais que c'est un petit peu embêtant, mais on n'a volontairement pas indiqué le pourcentage de cofinancement qu'on appliquera parce qu'on ne voulait pas nécessairement se fermer la porte en interne. Ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être 100%, puisqu'on est dans une obligation de cofinancement. Après, de façon assez classique, sur ce genre d'appel à projet, on peut aller sur des 60-70% de cofinancement. Mais là, on se laisse la marge de manœuvre en interne pour évaluer projet par projet. D'accord, donc il n'y a pas de seuil qui est clairement Non. fixé. D'accord. Gaël Bertrand nous demande si un projet innovant sur de la sensibilisation et de l'éducation à l'économie circulaire serait éligible. J'ai l'impression qu'on est un peu loin du scope, là, quand même. J'ai un peu l'impression aussi, surtout en termes d'impact, je ne sais pas si c'est facile à chiffrer.
Bon, il faudrait que je me penche un petit peu plus sur la question pour pouvoir vous répondre, mais instinctivement, ça me paraît peut-être un petit peu compliqué. Peut-être, Gaël, le mieux, c'est d'envoyer un mail directement Ouais. à l'adresse qui s'affiche là, et comme ça, Marie pourra, en fonction des éléments que vous lui donnez, vous répondre plus précisément. OK. Pierre-Antoine Versini demande une précision sur ce que vous appelez le déploiement à grande échelle. À quoi ça correspond pour vous? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple peut-être? Ben, en fait, c'est simple, c'est dans le cas d'une expérimentation qui aujourd'hui, par exemple, va pas être déployable à grande échelle parce que la norme ou la réglementation ne le permet pas encore. L'expérimentation permet de prouver un concept, une efficacité, et puis demain, la norme fera en sorte que, ou les habitudes, les pratiques feront en sorte que la solution puisse être déployée à grande échelle. Par contre, quand je dis à grande échelle, c'est pour le coup sur les chantiers du GPE au moins. Très clair. Donc, je prends un exemple très concret. Vous avez peut-être entendu parler de l'expérimentation qu'on fait avec Vinci sur des voussoirs ultra bas carbone sur la ligne 18. Aujourd'hui, la formulation qui est proposée ne permet pas un déploiement à grande échelle puisqu'elle n'est pas encore connue des industriels, des maîtrises d'œuvre et de la réglementation. Ce qu'on voudrait, c'est que cette expérimentation permette de prouver la fiabilité et l'efficacité de la solution et que demain, on ne se pose plus la question sur oui ou non, on peut déployer ce genre de solution, puisque ça sera la norme. Ok, merci. On a une question un peu spécifique de Franck Derrien. Avons-nous accès à l'information sur le foncier géré par la SGP? Est-ce que vous donnez un accès à ce type de données pour les candidats? Alors, moi, là, tout de suite, je ne l'ai pas. Mais je peux me renseigner. À ce moment-là, je vous invite également à m'envoyer un mail pour me rappeler la question exacte. Et puis, moi, je me renseignerai en interne. Merci Marie. Naomi Scherer nous demande, est-ce qu'un fabricant d'un produit en économie circulaire appliqué au bâtiment peut participer, ou est-ce que ça doit vraiment couvrir tout un chantier complet sur cet enjeu économie circulaire? Non, non, à l'échelle d'un bâtiment, ça me paraît tout à fait éligible également. D'accord. Si je fais des portes qui sont sur de la valorisation de déchets, qui s'inscrivent dans un mouvement d'économie circulaire, je peux potentiellement candidater. Oui, tout à fait. Ok. Merci pour cette précision. Olivier Oldrini nous demande quel est le niveau de budget moyen attendu pour les projets. Est-ce que vous avez une fourchette en tête déjà, ou tout est Alors, possible? le plafond, je le connais et je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc effectivement, c'est 500 000 euros. On n'a pas vraiment de fourchette basse. Après, on aimerait quand même. On a ce budget qui est disponible. C'est la première fois qu'on a cette somme qui est dédiée à l'innovation environnementale. Donc, on est prêt à mettre des sommes assez conséquentes par projet. Après, on est conscient que tous les projets, toutes les expérimentations ne vont pas toutes se chiffrer à 500 000 euros. Donc, si c'est 100 000 euros, ça sera 100 000 euros. Si c'est 200, ça sera 200. Si c'est moins, ça sera moins. Tout dépendra de l'impact qui pourra être démontré par le projet. Si je repose la question un peu différemment, est-ce que vous avez une fourchette en tête du nombre de projets que vous voulez soutenir dans l'appel, ou c'est vraiment tout est possible? Ça peut aller de 5, si je comprends bien, Ouais. jusqu'à Je pense qu'une quinzaine, ça serait raisonnable parce qu'après, il faut aussi les déployer. Il faut pouvoir les suivre, les évaluer. Donc voilà, entre 5 et 15, je pense qu'on est pas mal. bon, bah, très clair, c'est déjà bien, ça précise bien les choses. Merci beaucoup. Juliette Fournant demande s'il y a une enveloppe budgétaire minimale. Non, tout est Non, possible. Ok, tout est possible. super. Ah oui, ça c'est une question très intéressante de Lauriane Dussard. Si on est transverse à une ou plusieurs thématiques, voire aux 4 thématiques de l'appel, on peut bien sûr candidater. Est-ce que ça rajoute peut-être un bonus? Je ne sais pas. Non, alors ça ne rajoute pas de bonus. Par contre, et bien évidemment, vous pouvez candidater. Hein. Il y a pas, en fait, les catégories sont plutôt indicatives. Vous n'avez pas à choisir l'une des catégories. Ce qu'on va juste demander, c'est que si vous êtes dans une des catégories, de bien préciser qu'il n'y a pas d'impact négatif sur les autres catégories. Parce qu'elles se parlent, toutes ces catégories, à la fin. Mais non, non, il n'y a pas d'obligation. Merci beaucoup. Alors, je suis revenu tout en bas ou presque. Ah oui, Thomas nous demandait, vous avez évoqué une première saison. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une saison 2 possible? Une deuxième Oui, vague? oui, oui, tout à fait, c'est l'idée. Ok, super. Alors, je vois que le temps
que l'on réponde aux questions. D'autres questions sont arrivées, hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. Quels types de projets vont être réalisés dans le cadre des 4,4 millions de tonnes de CO2, demande Xavier, des aménagements de gare, de la voirie, des équipements sportifs, du logement, un mix? Quelle fourchette de superficie pour ces projets? Est-ce que vous savez nous en dire un petit peu plus? Alors, le son coupe un petit peu. La première question, c'est donc quels chantiers sont liés aux émissions de 4,4 millions de tonnes CO2, c'est ça? Je suppose, oui. Ouais. Bah, c'est tous les chantiers du GPE, en fait, hein. Donc, ça commence par les tunnels, les ouvrages annexes, les gares, les projets immobiliers. Je ne suis pas sûre qu'ils soient comptés dedans. Mais voilà, les systèmes. Enfin, il y a tout ce qui est sous maîtrise d'ouvrage, Société du Grand Paris. D'accord. Donc ça s'arrête plutôt aux gares, quartiers de gare aussi, ou vous avez des projets Non, non, là-dessus les gares et quartiers de gare sont inclus dans ce chiffre. D'accord. Ouais. Très bien. Ok. Donc ça répond au Et passage à la la question de deuxième, Joachim. j'ai oublié la deuxième. Il y avait un deuxième point. Et le deuxième point, quelle fourchette de superficie pour ces projets? Ah oui. Non, là, je ne saurais pas vous dire. Ce que je sais juste, c'est que pour les quartiers de gare, on a un rayon qui doit être de 600 ou 800 mètres autour des gares qui va tomber dans notre périmètre. Mais les projets immobiliers qui sont liés à la construction du Grand Paris Express, je ne pense pas qu'ils sont nécessairement dans ce rayon-là. Mais ce qu'on D'accord. appelle quartier de gare, en tout cas, c'est 800 mètres de rayon autour des gares. D'accord. Donc ça déjà, ça délimite bien les choses. Laurent demande une petite précision sur les dépenses éligibles. Est-ce que c'est du fonctionnement, de l'investissement, les deux? Les deux. Les deux. Il faut juste que ça soit lié directement au projet. Très bien. Alors Stéphane nous demande, il manque le début, j'ai l'impression, est relatif à la durée des chantiers, mais peut-il être également des installations ou des solutions pour l'aménagement des stations? Oui, donc on en a parlé, hein, les gares sont complètement inclus dans l'appel. Vincent nous demande, pour l'objectif de réduction des émissions, vous visez des réductions directes ou est-ce que vous vous autorisez de l'offset et donc des réductions nettes? Alors, il précise, par exemple, si l'on considère de la revalorisation de déchets, hein, toujours dans la dynamique économie circulaire d'une industrie, dans des aménagements du GPE, est-ce que pour vous, ça peut rentrer dans le calcul de la réduction des émissions? Oui, alors les 4,4 millions de tonnes dont je vous parlais, c'est des émissions qui sont calculées sur les scopes 1, 2 et 3. Donc on n'est pas uniquement sur les émissions directes des chantiers, on est bien plus large. Donc oui, ça rentre dans ce chiffre. Très clair. Frédéric Bourquin nous interroge sur la temporalité. On aurait imaginé que cet appel sorte dès le début des chantiers. Là, une bonne partie d'entre eux sont déjà engagés. Pourquoi le lancer aujourd'hui seulement? Alors il y en a eu d'autres, hein, des appels à projets. Les autres n'étaient pas forcément dédiés à l'innovation environnementale. Il y a eu des appels à projets sur l'innovation. Il y en a eu d'autres, ou des appels à manifestation d'intérêt sur les déblais. Il y en a eu sur les quartiers de gare. Enfin, il y en a eu beaucoup. C'est vrai que l'année dernière, il y a ce renforcement de la stratégie environnementale qui a été décidé au niveau de la Société du Grand Paris. Parfois, c'est une question de timing aussi et de personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on lance cette première saison aujourd'hui. Parfait. Jérôme Rouge demande si des solutions innovantes sur l'organisation de la logistique de chantier ciblés sur les bâtiments à construire sur des terrains de la SGP sont des projets qui peuvent entrer dans le cadre de cet appel. Tout à fait. S'il y a un bénéfice qui peut être quantifié, par exemple en termes de CO2 non émis lié au circuit logistique, oui, tout à fait. Parfait. Vincent Loubière vient de nous demander, dans la faisabilité technico-économique, prenez-vous en compte les services bénéfices écosystémiques, entre parenthèses des modèles comptables CARE par exemple? Un peu spécifique. Je ne sais pas si vous pourrez Ouais, répondre à la là, volée, je Marie. vais peut-être avoir du mal à vous répondre en live. Mais Mais peut-être je si vous prends pouvez note envoyer, et puis, ouais, ouais. voilà. Le mieux, Vincent, c'est que vous envoyiez rapidement un petit mail à cette adresse qui s'affiche, grandparisenvironnement@sociétédugrandparis.fr. Comme ça, Marie aura le temps de se renseigner en interne et de Ouais. vous répondre au mieux.
Askia demande, le financement comprend le chantier de démonstration. Comment peut-on chiffrer un projet si nous n'avons pas encore une idée sur la nature de l'ouvrage? Est-ce que c'est des précisions que vous pouvez apporter peut-être à certains candidats ou non? Cette question vraiment de sur tel ouvrage, voici les informations qu'on peut vous donner pour vous aider à chiffrer un projet. Bah, nous, les coûts qu'on va attendre, ça va être les coûts qui vont être liés spécifiquement à l'expérimentation. Je ne suis pas sûre de bien comprendre les informations complémentaires qui seraient requises. Après, on peut tout à fait avoir des échanges si vous nous précisez un petit peu votre projet spécifiquement sur le type d'ouvrage concerné et puis voir si on peut vous apporter des compléments d'information. D'accord, donc même chose, plutôt vous envoyer un petit mail pour creuser la question. Marie, si ça Ouais, vous va? je veux bien. Parfait. La partie évaluation des expérimentations, nous demande Thomas Alcaraz, est-elle autogérée par l'expérimentateur ou est-ce que la SGP fera une évaluation distincte? Non, alors la SGP participera bien évidemment à l'évaluation. Dans le dossier de candidature, il faudra bien déterminer et préciser les livrables qui seront fournis dans le cadre du contrat d'expérimentation qui sera mis en place, puisque au moins une partie du paiement va être liée à la livraison de ces éléments de livrables. Et puis, évidemment, c'est un travail qu'on fait ensemble. Parfait. Et puis on va prendre peut-être une dernière question de Myriam. Est-ce que les terres excavées font aussi partie du champ couvert par cet appel, étant donné que les terres ont été traitées dans un précédent appel à projet? Est-ce qu'elles restent éligibles? En tout cas, est-ce que cette thématique reste éligible? Elles sont tout à fait éligibles. Et mes collègues qui traitent des terres excavées sont assis à 2 mètres de moi. Ils ont évidemment participé à la création de cet appel à projet. Donc oui, tout à fait. Merci. Et puis Margot demande si l'appel à projet est-il dédié aux investissements ou comprend-il une part de fonctionnement? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, les deux sont possibles Oui. en termes de dépenses éligibles. Eh bien, écoutez, on a déjà, je crois, fait un bon tour du sujet. Je ne vois plus de questions qui remontent, donc je pense qu'on a déjà répondu à pas mal des interrogations. D'ailleurs, ça nous remercie dans le chat, ça vous remercie plutôt, devrais-je dire, Marie, pour toute la clarté de vos réponses, la transparence. Ce que je vous propose, c'est que pour toutes celles et ceux qui auraient encore des questions à poser, vous écriviez directement à Marie sous cette adresse Grand Paris Environnement tout attaché @ société-du-grand-paris.fr. On rappelle juste peut-être quelques données clés, 2,5 millions d'euros en enveloppe globale, jusqu'à 500 000 euros de cofinancement par projet et la deadline, Marie, le 31 31 mars. mars. Voilà. Juste peut-être un petit point que Oui. j'ai pas évoqué. Donc l'annonce des lauréats aura lieu donc a priori fin avril au cours d'un événement dédié à l'innovation au service de l'environnement, donc même thématique, qui aura lieu dans Paris. Donc fin du mois d'avril. Très bien. Et donc on renverra toutes les informations dès qu'on en saura plus sur cette. Ce sera quoi, une cérémonie d'annonce des lauréats, on peut l'appeler comme ça? Oui, alors l'événement sera un peu plus large, hein, on D'accord. va convier tous nos titulaires de marché, enfin nos partenaires, etc. Et donc on prend l'occasion de cet événement pour annoncer les lauréats. Eh bien, on ne manquera pas d'envoyer cette invitation à tous les participants, si vous en êtes d'accord, Marie. Et d'ici là, comme je le disais, vous aurez d'ici demain un mail avec le lien vers le replay de cet événement, avec les slides qui ont été projetés, avec le mail qui s'affiche pour pouvoir recontacter Marie et avec pardon, le mail de Pierre si jamais vous voulez bénéficier d'autres services de Cap Digital ou peut-être d'une lettre de soutien spécifique à cet appel à candidature, appel à projet. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une très bonne journée et à remercier encore Marie. Merci beaucoup pour votre participation, les réponses que vous avez apportées. Très Merci à bonne vous. journée et à très bientôt. Merci, au revoir.